Non, Si, Vraiment? je vous promets. c'est impossible. Puisque je vous le dis. Non, je ne vous crois pas. Vous êtes tenace. Non, désolé, je ne peux pas le croire. Enfin, Mais écoutez, réfléchissez 2 secondes. je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment? Comme je vous vois. Vraiment? Oui, Aussi proche? aussi proche. Hier? Hier, Le soir? en début de soirée. Oui, enfin le soir, quoi. Oui, le soir. Vers quelle heure? Je ne sais plus. Vous voyez? Vers 20h et... Des brouettes? Oui, Non, si. incroyable. Ça, c'est bien. Non, mais vraiment incroyable. Incroyable. Ça m'a fait le même effet. Vous lui avez parlé? C'est lui qui m'a parlé. Il vous a parlé, Comme je vous parle. mais enfin, Quoi? il est mort. Et je sais. Comment ça, vous savez? Et je sais qu'il est mort. Et pourtant, Vous vous moquez. je n'oserais. C'est impossible. Si vous y tenez, Il vous a parlé? comme je vous parle. Hier soir? Hier soir. À 20h. Et des brouettes? Que vous a-t-il dit? Il sanglotait. Il Et sanglotait. puisque je vous le dis, Mais enfin, pourquoi? je ne sais pas. Que vous a-t-il dit? C'est long. C'est tout? Non. Quoi d'autre? L'automne. L'automne, et il sanglotait. C'est une blague. Je n'oserais. Il était sous? Peut-être. Il sentait l'alcool? Je ne l'ai pas senti. Même pas un petit peu? Non, même pas un petit peu. C'est trop. Je sais. Il avait sûrement bu. Peut-être. Il buvait beaucoup. C'est ce qu'on dit. Oh oui, ces hommes-là boivent. Vous croyez? Ils ont le poids du monde, là. Il m'a demandé une cigarette. Non. Si, Vous lui avez donné? je ne fume pas. Vous auriez pu faire un effort? Je n'en avais pas. Vous auriez pu aller au tabac du coin. Il n'y avait pas de coin. Pas de coin? Et j'étais tellement sur le cul. Mais tout de même! Qu'auriez-vous fait? Est-ce que je sais, moi? J'aurais été bouche bée. Vous voyez. Hier soir. Hier soir, Comme vous me voyez, comme je vous vois. vous rentrez chez vous hier soir vers 20h et des brouettes et vous voyez Verlaine assis devant votre immeuble, Sur une marche. enroulé dans un par-dessus. Enroulé dans un par-dessus. Paul? Paul, Paul Verlaine. lui-même. Mais il est mort. Je sais. Mais il est mort. Mais il avait peut-être oublié un truc. Quel truc? Je ne sais pas. Qu'avez-vous fait? J'étais tellement sur le cul. Mais pourquoi devant chez vous? Alors là, je ne sais. Tout ce que vous nous dites est vrai. Tout ce que je vous dis est vrai. Vous aviez bu. Je ne bois pas. Hier soir? Comme je vous vois, Paul, sur une marche, les sanglots, l'automne, et tout. Ne bougez pas, je reviens. Où allez-vous? Ne bougez pas, je reviens. Où allez-vous? Prévenir Arthur. Les Les sanglots longs des violons, des violons de l'automne berce mon berce cœur mon cœur d'une langueur monotone. Doubi 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 choubidou, tout suffocant, suffocant, et blême, blême quand sonne l'heure. Doubi 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 choubidou. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Doubi 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 choubidou choubidoubi. et je m'en vais, Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de ci, là, de ci, de là, pareil pareil à la feuille morte. Bou, choubidoubi-dou, doubi-doubi-doubi, choubidou. Doui, douille, doui, Merci, je voudrais que vous applaudissiez une nouvelle fois. Les élans ne sont pas toujours des animaux faciles.
C'est un spectacle écrit par Frédéric Rose et Vincent Jaspard et mis en scène par Laurent Serrano, voilà, et qui joue actuellement jusqu'au 6 novembre ici au Théâtre Noir et que je vous conseille vivement de venir voir. Voilà, c'est un spectacle totalement décalé, loufoque. C'est les élucubrations de 3 musiciens de grand talent. Et je vous demande de les applaudir une nouvelle fois. Voilà. Pascal Néron, Laurent Prache, Emmanuel Capra et Benoît Irma. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à cette présentation de rentrée. Vous êtes tellement nombreux qu'on a fait du coup 2 présentations en simultané. Il y en a une au Théâtre Rouge que mène Karine Letellier de main de maître et une au Théâtre Noir que j'ai le plaisir de vous présenter. Je voulais voilà, remercier les abonnés, je voulais remercier Isabelle Gentilhomme voilà, du syndicat des théâtres privés de la STP d'être présente à nos côtés, remercier les mécènes aussi qui nous aident voilà, à faire vivre le Lucernaire. Et je vais laisser juste avant de commencer la présentation de saison dire un mot à Xavier Prien qui est le président directeur général des éditions de l'Harmattan, propriétaire du Lucernaire. Ça calme, hein. Bon. Donc comme ça, tous ceux qui passeront après auront l'air d'être géniaux, parce que c'est un métier d'être ici. Je voulais simplement vous remercier de votre présence à l'un des événements les plus courus de tout Paris, la présentation de la nouvelle saison du Lucernaire. Si, c'est ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, je vois là-bas quelqu'un de très important. Il y a des gens très importants. Je vois des gens qui sont venus très loin aussi. Je vois même quelqu'un qui est très important et qui est venu de très loin. C'est vraiment un événement d'une grande ampleur. Et pour moi, c'est toujours un vrai bonheur de passer 3 minutes sur la scène. Ça fait 1 an que j'attends ce moment-là. Pour représenter à la fois la direction du groupe, la direction de l'Harmattan, qui a cru et qui a osé avancer avec ce lieu depuis 2004, et pour représenter en même temps la direction du Lucernaire. Il y a 2 ans, ceux qui étaient déjà là, les choses étaient un petit peu plus compliquées que ce soir. Le Lucernaire était en crise, il se cherchait, il fallait passer à autre chose, la vie quoi. Mais c'était le moment de bouger. Et quand j'ai proposé à cette époque à Benoît de reprendre la direction de ce lieu, après moult discussions, tu t'en souviens sans doute Benoît, j'ai tout de suite senti qu'il pourrait se passer de bonnes choses entre nous. Et c'est très facile de comprendre pourquoi. Benoît, il est du Sud, je suis du Nord. Benoît, il a mauvais caractère, je suis toujours de bonne humeur. Benoît, il déteste avoir tort, j'accepte les erreurs. Benoît, il aime le vin, j'aime la bière. Benoît, il a bon goût, moi aussi. Alors, c'est vrai, par contre, c'est pas tous les jours facile de bosser avec lui. On voit tout de suite quand ça va pas le matin. On voit très vite quand il n'est pas d'accord. On voit très bien quand il a envie de quelque chose qu'il n'a pas envie de lâcher. Mais jusqu'ici, on a toujours réussi à trouver un consensus. Et le meilleur exemple de ce consensus, c'est cette soirée, c'est cette saison. Avec l'ensemble de l'équipe, des régies aux caisses, il a réussi à mes yeux à approcher la programmation quasi idéale. Et vous allez vous-même vous en apercevoir ce soir. Oh, on a bien encore dans les cartons quelques idées bizarres, des projets farfelus auxquels il souscrira ou pas, pour continuer de faire du Lucernaire cet endroit magique comme nul autre pareil. Mais cette année, on a de quoi aller loin. Alors, bravo Benoît, bravo pour le boulot accompli, bravo pour les énergumènes, les génies, les champions que tu nous as trouvés. La saison prochaine, il va falloir t'accrocher. Mesdames et messieurs, profitez bien de cette soirée pour en prendre plein les yeux. Bravo aussi aux équipes, bravo pour le lancement du Lucernaire Diffusion et ses 5 premiers spectacles. Bravo à l'école pour l'ouverture de sa 2e classe. Bravo au cinéma pour sa résurrection. Bravo au resto pour sa nouvelle carte. Et surtout, bravo aux artistes que vous allez pouvoir applaudir ce soir. 6 mois de programmation vont défiler sous vos yeux en 1 heure. J'oublie sans doute des remerciements, mais de toute façon, je n'ai pas prévu de faire le même discours l'année prochaine. Alors, une dernière fois, bravo et merci Benoît. Merci aux équipes, merci à vous tous, merci aux artistes, merci à l'ensemble de ceux qui font le Lucernaire, l'endroit magique qu'il est aujourd'hui. Bonne soirée. Je ne m'attendais pas à ça. Donc merci Xavier, de ton bon caractère. Voilà, je voulais juste, du coup je vais improviser parce que tout ce que j'avais prévu, une partie a été dit.
C'est fait exprès. Hein. Ouais, je sais. Voilà, moi j'ai commencé ici, dans ce lieu, mes premiers spectacles. Il y a longtemps maintenant déjà, il y a plusieurs années. Et c'est vrai que c'est un lieu qui me tient profondément à cœur et que d'en avoir la direction artistique, c'est une vraie émotion, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. J'ai la chance d'être entouré d'une équipe à l'administration, à la programmation, à la communication, au restaurant, au cinéma, une équipe technique, une équipe de librairie vraiment formidable. Et c'est eux qui font le Lucernaire tous les jours. Moi, je ne suis que, j'ai envie de dire, la figure qui porte le lieu, qui essaye d'impulser des idées, qui essaye d'amener des beaux projets, des beaux spectacles dans ce lieu, parce qu'ils le méritent, parce qu'on a la chance d'avoir un public fidèle, que ce public, depuis l'an dernier, on a connu une vraie augmentation de plus de 30% de la fréquentation, et cela malgré les épreuves douloureuses qu'on a tous vécues et traversées. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce au public, c'est grâce aux abonnés que ce lieu continue à vivre, et c'est grâce aux artistes merveilleux qui acceptent de venir dans ces salles, d'alterner un spectacle après l'autre et de vivre vraiment pleinement l'aventure du Lucernaire. Donc je voulais d'abord tous les remercier. Il y en a une partie en haut, il y en a une partie ici, mais d'abord je voulais vous dire merci. Voilà. On a eu la chance effectivement d'avoir des beaux succès l'an dernier, que ça soit Fin, que ça soit que jouait Xavier Gallet, que ça soit également le portrait de Dorian Gray qui continue à se jouer au studio des Champs-Élysées actuellement, que ça soit Ben qui revient parmi nous, que ça soit Tabou de Laurence Février ou encore Le Révisor ou La Cantatrice Chauve. Aussi, voilà, cette année on a eu envie à la fois pour le public de reprendre certains spectacles parce qu'on avait envie qu'ils continuent une exploitation plus longue. Donc c'est un vrai plaisir de faire des reprises cette année. Et puis aussi bien d'accueillir des grands artistes. On va avoir la chance cette année d'avoir quelqu'un comme Catherine Salvia qui joue actuellement, ou encore Judith Magre, d'avoir Jacques Frantz, d'avoir Jean-Paul Faré, Marianne Bassler, Jean-Quentin Châtelain, Bruno Abraham Kremer, Yann Colette. Des acteurs magnifiques, mais aussi des jeunes compagnies, parce que c'est le devoir du Lucernaire d'accueillir des jeunes compagnies. C'est ici que beaucoup ont commencé. Et c'est ici, par exemple, que Colin Nucci, qui est présente et que je remercie de sa présence ce soir, est venu voir un spectacle et m'a ouvert les portes du Théâtre 13 et a permis ensuite de pouvoir continuer ce métier. Voilà, donc on va avoir des auteurs aussi également reconnus, des metteurs en scène reconnus comme Pierre Notte, comme Clément Hervieux-Léger, comme Yvan Morane, Laurent Serrano. On va essayer de vous faire découvrir des artistes rares comme Alexandre Asselet, Thomas Condemine, Isabelle Gendreau, et aussi les compagnies, donc je vous le disais, qui ont l'habitude de venir jouer au Lucernaire, à qui on est fidèle et dont le travail correspond, à, j'ai envie de dire, à l'esprit du lieu, ou en tout cas j'ai envie et on a envie d'en faire. Je pense à Philippe Persson, je pense à Cesare Capitani, Rebecca Stella, Ronan Rivière, Emmanuel Besneau, qui vont nous accompagner cette saison. Effectivement, Xavier l'a dit, on a fait évoluer beaucoup de choses, et ça c'est grâce aux équipes du Lucernaire. On a imaginé avec, et c'est Philippe Persson qui l'a imaginé, une école d'art dramatique ici au Lucernaire, pour que l'apprentissage se fasse aussi dans un théâtre. Ça a été un succès, d'où l'ouverture d'une deuxième classe cette année, et également la présence de nombreux cours amateurs qui vont avoir un festival qui va leur être offert pendant une semaine au mois de juin. On a créé une section tournée, parce que le Lucernaire doit vivre au-delà de la rue Notre-Dame-des-Champs. Donc une section tournée qui a été lancée cet été au Festival d'Avignon avec 3 spectacles, le Maxi Monster Music Show, le Jeu de l'amour et du hasard et les 3 brigands, et qui va continuer avec Loulou qui vient de commencer ici au Lucernaire, et une création en janvier 17 qui sera les Faubourgs Scapin. On a lancé également un prix Lucernaire, Laurent Terzieff, Pascal de Boisson. C'est une chose qui me tenait très à cœur quand je suis arrivé dans ce lieu. J'ai eu la chance de côtoyer Laurent et de partager des moments avec lui. Voilà. Et il me semblait qu'il était normal et il était de mon devoir aussi de lui rendre hommage à travers la création d'un prix ici au Lucernaire. Donc avec les compagnons de Laurent, avec ceux qui ont travaillé vraiment au quotidien avec lui dans ses spectacles.
que je remercie encore. Je sais qu'il y a certains qui sont là ce soir, et notamment Philippe Lodenbach, Francine Walter et Émilie Chevrillon, que je remercie. On a décidé de créer un prix qui va aider la création contemporaine, ce qui était le cheval de bataille, vraiment la quête de Laurent et de Pascal. Et donc l'idée, on a fait un appel à projet, on a eu plus d'une centaine de dossiers qui sont arrivés, que ce soit des textes inédits, qui soient créés pour la première fois en France. C'est voilà, le but de ce prix, l'objectif de ce prix. Le lauréat se verra offrir la possibilité de venir jouer au Lucernaire et aura un accompagnement pour la création de son projet. On a essayé de donner également un nouveau souffle au cinéma et à la galerie. Au cinéma, de nombreux travaux ont été faits pour le réaménager, l'améliorer, l'embellir. On a axé vraiment la programmation à réessayer sur le jeune public également. Et on a reconduit le festival Télérama, qui va se faire du 18 au 24 janvier 2017. Et on va accueillir la première édition du festival La Croix du documentaire le week-end prochain. Enfin, la galerie, également, à qui on a voulu donner un nouveau souffle. Et je remercie Julien, qui est le chargé de communication ici, qui a vraiment impulsé de belles idées. On a eu voilà, la chance d'avoir des artistes comme Richard Schroeder, la galerie de street art Ligne 13, et puis des artistes comme Jérôme Ménager, Moscou, et une expo sur Gainsbourg bientôt qui va arriver, inédite, et ensuite le photographe Alastair Manialdo. Voilà, notre envie, c'est de continuer à vous surprendre, c'est de continuer à inventer. L'année dernière a été une année de renaissance. La deuxième année de programmation est toujours la plus dure et la plus compliquée. Il faut, pour nous confirmer, il faut que le public soit au rendez-vous pour que ce lieu continue à vivre. Parce que pour moi, il est essentiel dans la vie parisienne des théâtres et des compagnies. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole aux artistes. Après les élans, on accueille actuellement jusqu'au 8 octobre un spectacle qui s'appelle Pyrénées, ou le voyage de l'été 1843 de Victor Hugo, que met en scène Sylvie Blodnikas avec Julien Rochefort. Julien était venu et Sylvie faire une lecture ici au Lucernaire, et ça a été une évidence, voilà, d'accueillir ce magnifique acteur et ce texte absolument sublime, ce récit de voyage inédit, ou en tout cas inconnu pour beaucoup, qui est porté vraiment avec sincérité, émotion par Julien. C'est le tapis rouge là. Merci. Donc nous jouons ce spectacle depuis le 24 août avec ce label magnifique qui est Création Lucernaire, parce que nous l'avons commencé ici, ce qui est toujours assez émouvant. On l'avait jamais joué ailleurs, et ça c'était déjà une première émotion pour nous. Donc généralement, quand on travaille ensemble, ça se passe un peu différemment. Oui, parce qu'en général, c'est moi qui écris les pièces, tu les mets en scène et on joue tous les deux. Voilà. Tandis que là, Mais là, ça a été un peu différent. C'était une demande de ma part. J'aime beaucoup Victor Hugo. Depuis des années, je le lis passionnément et j'ai toujours voulu faire un spectacle seul en scène en disant un texte de Victor Hugo, mais un texte méconnu. Un texte de Derrière les fagots, en quelque sorte. Et j'ai proposé de nombreux textes à Sylvie, qui elle connaît pas plus Victor Hugo que tout un chacun. Et donc je lui ai proposé de nombreux textes pour qu'on essaye de trouver la perle rare qui pourrait être intéressante. Voilà, et c'est vrai, quand tu m'as lu ces extraits de récits de voyage, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et voilà. on est parti là-dessus parce que c'est un texte qui est plein de grandeur, qui est magnifique, mais aussi qui est très spontané, très Oui. vivant et avec beaucoup, beaucoup d'humour. Oui, c'est ça. Les récits de voyage de Victor Hugo, ils sont d'une manière générale tout à fait superbes. C'est saisi sur le vif, c'est écrit le soir dans une auberge, on sent encore la soupe fumante à côté. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est Victor Hugo touriste et on oui, se dit oui, vraiment voilà. tout ce qu'il ressent, les paysages qu'il découvre, les gens En plus, qu'il il a rencontre. un œil, comme il dessinait très bien, il a vraiment un œil magnifique. Ses descriptions sont superbes, donc ça, les récits de voyage, ça s'est imposé. L'itinéraire, grosso modo, En son plus, itinéraire. l'itinéraire était intéressant. Alors pourquoi avoir choisi ce récit de voyage précisément? Pour plusieurs raisons. D'abord, mon itinéraire est bien, il est pas mal en France, Bordeaux, Bayonne, Biarritz, petite incursion en Espagne où il retrouve des souvenirs d'enfance, il revient à Cauterets, Gavarnie, l'île d'Oléron, Voilà, ça nous des parle. endroits qui nous parlent beaucoup. Voilà, ça nous parle pas mal. Et deuxième Oui, alors chose, c'est vrai que 1843, cet été, c'est un tournant dans sa vie.
donc dans son œuvre. Voilà, Il y a un événement tragique qui va interrompre ce voyage il arrive à la fin du voyage, mais qui et l'interrompt. qui malgré fera tout. que ce récit est inachevé. Voilà, publié posthume, Voilà. il a fini par ne plus l'écrire et il l'a laissé de côté. Ça a été publié 5 ans après sa mort. Il y a eu un drame dans la vie de Victor Hugo. En tant qu'homme de gens de théâtre, nous n'aimons pas révéler la fin, même si c'est très facile à trouver, mais je me refuse Voilà. à vous dire quel est ce drame. Donc Car il a je- fallu adapter tout ce récit, faire des choix. Tout est magnifique, mais il a Voilà. fallu quand même faire des choix. On n'avait qu'1h10 grosso modo. Voilà, et c'est là que l'adaptatrice est rentrée Voilà, en jeu. donc Parce là, que il a moi, je voulais fallu tout prendre, j'adore travailler. Hugo, je voulais tout prendre. J'ai Ça aurait duré introduit 7 heures. de la correspondance, des phrases de liaison pour que ça fasse vraiment un tout, Oui, c'est avec ça. un début, un développement, une fin, et pour qu'on suive vraiment le Victor Hugo dans ce voyage. Voilà, et la correspondance aussi pour qu'on voit l'homme, le père de famille, Voilà. le gars. Quoi. Alors Ça, le c'est travail de intéressant. comédien évidemment a été primordial. Ah oui, Ah, alors parce la que mise en c'est- scène, c'était beaucoup la direction d'acteur, parce que c'est assez sobre, il y a juste un Une mise en scène tabouret très sobre. que j'ai peint quand même en peinture brillante. J'hésitais entre mat et brillant. J'ai Voilà. pris brillant, Donc, il y je a me suis dit un juste- côté festif. Juste un tabouret, Voilà. quelques accessoires, Oui, il y a 3 trois accessoires. petits accessoires, Et je suis en costume quand même. un costume qui évoque quand même le 19e Mais siècle. donc ça a été surtout beaucoup sur la direction d'acteur, et là Voilà. Sylvie m'a fait beaucoup bosser. Voilà, C'était je un l'ai fait travail beaucoup assez travailler. très éprouvant pour moi. Un travail de lumière aussi par Laurent Béal. Oui, les lumières de Et Rambéal. voilà, après, il faut suivre Julien qui, Voilà, c'est ça. Et donc pour encore qui 3 semaines, interprète Hugo. je vous prends par la main et puis je vous amène faire en direct ce voyage avec Victor. On va le faire ensemble si vous voulez. Voilà. Si vous ne Voilà. voulez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà. Merci. Merci. On accueille toujours actuellement jusqu'au 16 octobre à l'affiche La Reine de beauté de Linan de Martine McDonagh que met en scène Sophie Parel qui avait eu beaucoup de succès ici avec un Tchekhov et avec une distribution magnifique et Catherine Salvia, Grégory Baquet qui nous fait l'honneur d'être présent, Molière 2014, Sophie Parel et Arnaud Dupont. Moi j'adore le théâtre irlandais, voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai pris cette pièce, parce que cette pièce est sublime, c'est une comédie noire qui est cruelle, féroce, drôle, émouvante, qui est portée par un quatuor d'acteurs extraordinaire. Et je laisse Sophie et Grégory en parler. Ce qu'on dit d'autre maintenant. Il n'y a plus rien à dire. Alors, La Reine de beauté de Linan, donc c'est une pièce de Martine McDonagh. Je vous dis quelques petits mots sur Martine McDonagh, qui est un auteur vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un auteur donc anglais d'origine irlandaise qui a une quarantaine d'années. Vous le connaissez peut-être en tant que cinéaste. C'est lui qui a fait notamment le film Bon baiser de Bruges avec Colin Farrell et Ralph Fiennes et Brendan Gleeson. Voilà, ça parle à Il a quelqu'un. écrit et il le réalise en plus. Voilà, qu'il a écrit et réalisé, tout à fait. La Reine de beauté de Linan donc, a été son premier succès mondial. Il a remporté plein de prix et plein de nominations grâce à ce texte. Et ce texte est le premier volet d'une trilogie qui s'appelle la trilogie de Linan, dont le 3e volet, L'Ouest solitaire, que peut-être vous connaissez, qui a été mis en scène par Ladislas Chola en 2011 avec Dominique Pinon et Bruno Solo. Voilà, c'était au Marigny. Voilà, donc Vous pouvez trouver le texte d'ailleurs dans cette magnifique librairie qui est ici. C'est amusant de jouer ce spectacle parce que, enfin, c'est pour ça que je laisserai la parole assez rapidement à Sophie parce que jouer des débiles, bêtes, analphabètes, irlandais, finalement c'est difficile à expliquer, il faut venir le voir. Et on peut même pas parler de... Il y a une certaine profondeur de personnage, bien sûr, il y a des choses très profondes, c'est extrêmement cynique, extrêmement... Mais je pense que c'est intéressant de venir entendre cette langue qui a été d'ailleurs magnifiquement adaptée par Gildas Bourdet. C'est cette traduction que nous jouons. Parce que vraiment, c'est des gens qui ne savent pas parler vraiment. Juste une petite phrase que je ne dis pas d'ailleurs dans le spectacle, mais mon frère dit à un moment donné « Vous y montrez du doigt quand elle aura revenu des poules. » Je vous laisse faire la traduction, mais c'est un peu de cet acabit. Et c'est vrai que finalement, très vite, on se laisse porter par cet univers et je suis ravi que Sophie m'ait proposé de jouer ce rôle, parce que c'est encore un truc différent à jouer. Et c'est un peu, pour caractériser, c'est un peu les déchiens en Irlande. C'est les gens qui sont un peu... qui vont loin dans le cynisme. Je passe la parole. Voilà, alors oui, effectivement, c'est une langue vraiment savoureuse.
C'est des personnages qui ont une certaine violence, qui sont féroces. C'est des rapports vraiment féroces. On commence par une mère et sa fille qui se mènent une guerre de tous les instants. Et tout d'un coup, un homme, patte de lait, arrive dans cet univers d'ogresse féminine. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ah, mystère. Et voilà. Et donc, Comme nous ne révélerons pas la fin non plus. donc, non seulement la langue est savoureuse, mais dramaturgiquement, cette pièce est extrêmement bien écrite, extrêmement bien ficelée, extrêmement bien construite. Voilà. Très tendue. Donc, très tendue. Il y a un suspense haletant qui nous mène voilà, jusqu'à la fin avec des coups de théâtre. Et en même temps, c'est terrible et drôle. Et servi par Catherine Salvia, qui est extraordinaire. Qui est merveilleuse. Voilà. Bah, venez nous voir alors. À l'affiche actuellement jusqu'au 9 octobre, on a eu le plaisir de reprendre un spectacle qui avait cartonné dans la saison dernière, qui s'appelle La Cantatrice Chauve. C'est une cantatrice chauve comme vous l'avez jamais vue, déroutante, loufoque et décapante, qui est mise en scène avec talent par Alexis Rocamora. Allons gifler, Ulysse! Je m'en vais habiter ma cagna dans mes cacaoyers. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas les cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas les cacahuètes, donnent du cacao. Touche pas ma babouche. Touche pas ta babouche. Touche la mouche, ça mouche pas la touche. La mouche bouge. Mouche ta bouche. Mouche le chasse-mouche. Mouche le chasse-mouche. Escarboucheur. Escarbouché. C'est par là, c'est par ici, c'est pas 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 par là. La cantatrice chauve, comme vous ne l'avez jamais vue, d'Eugène Ionesco, jusqu'au 9 octobre, du mardi au samedi 18h30 et le dimanche à 16h. Bien le bonsoir. C'est une tradition au Lucernaire de recevoir des spectacles jeunes publics. Et nous reprenons en cette rentrée et jusqu'au 20 novembre un spectacle qui s'appelle Loulou de Grégoire Solotareff, qui est tiré de la bande dessinée de Grégoire Solotareff, qui est mis en scène par Marion Monnier et Djihada Mélé, qui s'était joué pour le bonheur des grands et des petits,
qui est un spectacle de marionnettes absolument merveilleux, tendre, poétique, qui parle de l'amitié. Et donc je laisse aux artistes le soin d'en parler mieux que moi. Serais-tu par hasard un lapin? Oui, mon nom est Tom. Et toi? Serais-tu un loup? Oui, mais je n'ai pas de nom. Ah, ça m'étonne pas. Oh, que dirais-tu si je t'appelais loup? Oui. Loup. Oui. Loup-garou. Non, mauvaise idée. Non. Alors, loup. Oui. Loup. Oui. Loustique. Non. Alors, loup. Oui. Loup. Oui. Louis XIV. Loup. Charlemagne. Donc, alors, loup. Oui. Loulou. Oui, ça me va bien, ça me va même très bien. Et dis, Loulou, est-ce que c'est vrai que les loups, ils mangent les lapins? Il paraît. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, venez nous voir au Lucernaire. Nous ne sommes pas seuls sur scène. Il y a aussi un musicien qui joue de la flûte traversière et de la contrebasse. Oui, il y a aussi des ombres chinoises. Oui, et il y a aussi des carottes. Oui. Nous jouons tous les mercredis, samedis et dimanches, et tous les jours des vacances scolaires, sauf le lundi, jusqu'au 20 novembre. Voilà. Et ce spectacle s'adresse à des enfants à partir de 4 ans. On vous attend nombreux. À bientôt. Hey Tom, on fait la course. Ce qui est génial au Lucernaire, c'est qu'on passe d'un univers à l'autre, et c'est ce que j'aime dans ce lieu, c'est la diversité de la programmation qu'on peut avoir. Et donc on passe de Loulou à Yankelevitch. Et à ce spectacle magnifique, Et la vie est une géniale improvisation, d'après la correspondance, donc réunie par Françoise Schwab de Yankelevitch, qui est mis en scène et adapté par Bruno Abraham Kremer et Corinne Juresco, qui va se jouer à partir du 19 octobre jusqu'au 11 décembre. Yankelevitch, c'est une heure et demie d'intelligence et de bonheur. Et je voudrais juste, pour donner le parfum de ce spectacle, vous lire une phrase de lui qui dit « On peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour, mais pas si bien. » Et c'est un bonheur de recevoir ici Bruno avec ce spectacle, avec qui j'ai eu le plaisir de partager une belle correspondance, une autre correspondance, celle de Tourguenieff et de Flaubert au Festival de la correspondance de Grignan. Et je le laisse vous présenter ce spectacle. Alors le problème quand on parle de philosophie, quand on dit aux gens, bah, un spectacle de philosophie, ah, mon Dieu, c'est affreux, c'est trop difficile, trop loin. Alors pour ça j'ai eu la chance, évidemment, j'ai rencontré Yankelevitch la première fois quand j'étais dans le ventre de ma maman. C'était authentique. Et puis je l'ai re-rencontré une autre fois quand j'avais 14 ans. Je suis allé le voir à la Sorbonne, il faisait un cours sur Ravel, le musicien, parce qu'il était aussi musicologue, et il y avait 2 pianos comme ça autour de lui, et puis il parlait de la vie et de la musique. Et j'avais 14 ans, j'ai pas compris grand-chose, mais je me suis souvenu de certaines phrases. Par exemple, je me suis souvenu quand il disait que ce qui comptait dans la philosophie, c'était ce que le philosophe fait dans sa vie, et pas ce qu'il dit. Je me suis souvenu quand il disait que finalement, la philosophie, c'était comme l'amour. Il fallait pas en parler, il fallait le faire. Vous imaginez qu'à 15 ans, ça m'a donné envie de suivre Yankelevitch. Voilà, il disait aussi, vous savez, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un écrivain, moi. Je suis un professeur de lycée. Je suis un philosophe oral.
puis on n'avait que des professeurs de philosophie comme ça. Voilà. Et puis des années se sont passées et Benoît le rappelait, on a partagé des souvenirs au Festival de la Correspondance de Grignan et un jour j'ai créé ce spectacle pour une représentation, une seule. Voilà, à Grignan, c'était très bien comme d'habitude. Et puis il y a eu un directeur de théâtre, un autre, qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah mais il faut absolument le faire à Paris, ce truc-là, c'est génial ». J'ai dit « Non, c'est pas possible, c'est trop difficile. Non, ça va. » Il m'a dit « Mais si, il faut le faire, on l'a fait, on l'a joué 140 fois. » Voilà. Ce qui est un pari absolument dingue, mais extrêmement réconfortant, de se dire que c'est encore possible de partager ça. C'est très réconfortant aussi, parce qu'il se trouve que, comme l'a rappelé un des interlocuteurs avant moi, il s'est passé quand même des choses un peu difficiles dans le monde. Il y a même des fois des attentats, il y a des choses pas très faciles, quoi. Et donc, quand cette année, il a fallu, enfin, l'année dernière, répondre à Benoît pour un spectacle, je me suis dit, j'ai envie de reprendre ça parce que c'est trop bien, parce que les gens me le disent, que ça leur fait du bien. Voilà, donc c'est un spectacle qui vous n'avez rien à craindre. C'est à peu près aussi simple que... voilà, ça aurait beaucoup plu à Jean Kelevitch. Vraiment, je dis sans deuxième degré. C'est 60 ans de correspondance entre deux hommes, Vladimir Jankélévitch, sorti premier de l'école normale supérieure, et puis son copain, qui s'appelait Louis Bauduc, sorti second. Voilà. Il y en a un, Louis Bauduc, qui va à Limoges, toute sa vie, il est prof de philo au lycée Gay-Lussac. Toute sa vie, un excellent prof de philo, magnifique. Et puis Jean Kelevitch fait une carrière extraordinaire. Voilà. Et ces 60 ans de correspondance, déjà 60 ans d'amitié, 60 ans. Alors, pour les plus jeunes, je rappelle ce que c'est une lettre. On prend un papier, on écrit, après on va à la poste, on achète le timbre, merci madame, après on va le mettre dans la boîte, un truc dingue. Et après on le reçoit et on a le temps de le lire tranquillement, à son rythme, on peut réfléchir avant de répondre. 60 ans. Et dans ces 60 ans de correspondance entre deux philosophes, sortis premier et second de Normal Sup, donc pas complètement idiots, ils parlent de tout. Ils parlent à la fois de leur vie, des femmes qu'ils ont rencontrées, des petites choses, de la maman qui va mourir ou du papa qui est mort, ou bien le Bauduc qui dit en 1980 qu'il n'a toujours pas le téléphone ni la télévision, mais que c'est tellement difficile de préserver le silence. Mais il parle aussi de philosophie, de la volonté, de cette question dont personne ne veut parler depuis tout à l'heure. Voilà, il le dit d'ailleurs à un moment donné à Bauduc, tu me demandes pourquoi je fais un livre sur la mort. Oui, ah oui. Comme s'il y avait un autre sujet que celui-là. La fin dont on ne veut pas parler, et ben voilà, lui il en parle, alors il en parle carrément, voilà. Et il fait tout ça avec un humour absolument divin et exceptionnel. Exceptionnel. Et c'est un spectacle que j'ai encadré par deux autres petites parties. Une partie qui est ça commence par une lettre de ma maman, à qui j'ai dit, est-ce que tu peux m'écrire une lettre en me disant qu'est-ce que ça te fait que ton fils lise la correspondance de celui que je t'ai toujours entendu appeler ton maître. Donc elle m'a écrit cette lettre. Et puis j'ai terminé par un autre échange de lettres, qui est absolument exceptionnel et qui est peut-être le moment le plus émouvant de ce spectacle. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas révisé tout Jean Kelevitch avant de revenir, Jean Kelevitch, il avait un petit problème avec les Allemands. Il s'était passé aussi quelques événements un peu dramatiques, quelques millions de morts. Ça, il n'avait pas très bien digéré. Il aimait tellement l'Allemagne et la philosophie allemande. Son père avait traduit, le premier à avoir traduit Freud et Hegel en français. Ça vous donne une idée de la culture allemande qu'il avait. Voilà. Et donc, il ne voulait plus entendre parler de l'Allemagne. Et en 1980, il est interrogé dans cette émission que nous connaissons tous, qui s'appelle Le Masque et la Plume. Et on lui dit, enfin, monsieur Jean Kelevitch, quand même un monsieur aussi intelligent que vous ne pouvez pas continuer à en vouloir aux Allemands, tout ça. Et il dit, textuellement, les Allemands ont tué 6 millions de Juifs, mais ils dorment bien et le marque se porte bien. Voilà, et là, le journaliste avale son sifflet. Et à l'autre bout, non pas de la planète, mais de l'Europe, il y a un jeune Allemand de 39 ans qui s'appelle Viard Ravling, qui l'entend en direct sur France Inter, et qui décide d'être le premier Allemand à écrire une lettre à Vladimir Jankélévitch. Voilà. Cher monsieur Jankélévitch, moi, je n'ai pas tué de juifs. C'est le début de la lettre. Jankélévitch va lui répondre à cette lettre. Et ces deux hommes, après 35 ans de silence de Jankélévitch, vont se rencontrer. Et là, pour la suite... Alors, nous recevons également un autre philosophe au Lucernaire, qui est Ben,
que met en scène Thibaut Sejoin. C'est un spectacle qui parle d'écologie, mais pas que. Qui parle un peu d'économie, mais pas que. Qui parle du poisson tilapia, mais pas que. Qui parle de la guerre des chefs à l'UMP, oui, mais pas que. Et c'est fait avec un talent, une virtuosité des mots assez incomparable. Moi, je suis tombé amoureux de ce spectacle en le voyant. Et on a eu envie, assez vite, très vite, d'ouvrir les portes du Lucernaire à Ben. Et ça a été un tel succès que du coup, on y reprend. Et cela jusqu'au 31 décembre, ici, au Théâtre Rouge, au-dessus. Oui, alors donc il s'agit d'une reprise. Alors je voudrais juste vous dire trois choses. La première, c'est que durant l'été, j'ai mis au point un jeu de mots extrêmement sophistiqué, d'une drôlerie féroce, qui provoque un rire quasiment incontrôlable, qui peut même aller jusqu'à vous déformer le visage et le rendre totalement inesthétique. Sans compter les gens qui tombent à la renverse, qui se cognent la tête contre les cuisses ou qui se roulent par terre après avoir enlevé leurs vêtements. Cependant, j'ai pris la décision de conserver ce jeu de mots malgré son caractère dangereusement hilarant. Et si vous pensez ne pas supporter une telle puissance comique, eh bien, il est préférable de quitter la salle. Je dois aussi vous dire que sur le programme du théâtre, il est indiqué que mon spectacle dure 1h10, mais il s'agit d'une estimation approximative, puisqu'en réalité, sa durée peut varier de 40 minutes à 3h50, essentiellement en fonction de ma mémoire. Et enfin, dernière chose, durant l'été, j'ai mis au point un jeu de mots extrêmement sophistiqué, d'une drôlerie féroce, qui provoque un rire quasiment incontrôlable, mais il s'agit d'une estimation approximative, puisqu'en réalité, il est préférable de vous rouler par terre après avoir enlevé vos vêtements. Étant donné que le programme du théâtre peut vous déformer le visage et le rendre totalement inesthétique, j'ai pris la décision de quitter la salle pendant 1h10, essentiellement durant l'été. Dans un tout autre registre, on accueille actuellement au Paradis jusqu'au 15 octobre une pièce de Clément Hervieux-Léger que met en scène Daniel Sampedro qui s'appelle Le Voyage en Uruguay et que joue remarquablement bien Guillaume Ravoire. C'est une pièce qui parle des paysans, du monde paysan, de la ruralité. C'est l'épopée extraordinaire de 5 taureaux et vaches qui partent de Normandie pour un long voyage jusqu'à Montevideo, en bateau. C'est une espèce de fresque comme ça, épique presque. Et moi, venant de la campagne, c'est un spectacle, quand Daniel me l'a proposé, voilà, qui m'a ému, qui m'a touché. C'est un spectacle d'une sincérité, d'une vérité rare. Voilà, donc je leur laisse la parole. Nous sommes en 1950, dans la cour de la ferme Neuve, dans le petit village de Beaumontel, en Normandie. Philippe, un jeune ouvrier agricole, se voit confier la mission d'accompagner 3 taureaux et 2 vaches en Uruguay. 1h13. Nous partons en train avec les bêtes de la gare de Romilly-la-Putenay jusqu'au port de Rotterdam. Nous embarquons sur le pont de Lafare, un paquebot mixte battant pavillon hollandais. Cap sur l'Uruguay. Nous allons faire la connaissance de l'équipage, des passagers, d'une jolie petite rousse, d'un couple d'Anglais, d'un soi-disant écrivain, d'un groupe de missionnaires. Et même du capitaine. Durant ces 2 mois de traversée, nous allons ensemble passer l'équateur, affronter une tempête,
faire naître un veau, frôler un incident diplomatique, faire escale à Récif. Au Brésil. Nous aurons chaud. Nous aurons soif. Nous aurons peur. Nous serons découragés. Mais après 57 jours de traversée et 11 000 km parcourus, nous arrivons à Montevideo. Les 3 taureaux, les 2 vaches. Et le veau, bien sûr. Cette histoire, que Daniel a mis en scène, est jouée par un acteur seul, Guillaume Ravoire. Mais il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, un personnage très important, c'est Clément. Clément Hervieux-Léger, qui est l'auteur du spectacle, qui est aussi comédien à la Comédie Française et qui dirige avec moi la compagnie des Petits Champs que nous avons installée dans ce petit village, en Normandie. C'est Clément, à travers la parole de Guillaume, qui nous raconte son histoire. Parce que c'est une histoire vraie. Oui, oui. Une histoire qu'on lui a racontée depuis qu'il est tout petit. Son grand-père, son père et Philippe, bien sûr, le héros de cette histoire, lui ont raconté. Tout le canton s'en souvient. Ce voyage en Uruguay permet à chacun de se plonger dans ses souvenirs, de se remémorer ces petites histoires de famille, enfin petites ou grandes, qui nous accompagnent avec nostalgie. Chacun a son pays lointain. Ce spectacle clôt un cycle que la compagnie a dédié au monde rural. Il y a eu tout d'abord L'épreuve de Marivaux, puis Yerma et Noces de sang de Garcia Lorca. Au départ, nous l'avions monté pour aller dans les villages, pour aller vers les gens qui n'ont pas la possibilité de voir des spectacles, parce qu'ils n'ont pas de théâtre chez eux. Et puis en fait, on s'est retrouvés la première, le jour de la première, aux États-Unis, à côté de New York. Le spectacle a eu un très beau succès. Bien sûr, on l'a joué dans les villages, dans tous les villages, enfin tous les villages, dans beaucoup de villages. On l'a joué beaucoup dans toute la France, un petit peu à l'étranger. Et aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Alors, on vous y attend. L'an dernier, on a ouvert la saison avec un spectacle magnifique qui était Le Révisor, que mettait en scène Ronan Rivière. Et cette année, on a le plaisir de l'accueillir avec le roman de Monsieur Molière de Bulgakov, d'après l'histoire de Molière, vue par le maître du fantastique. Donc je laisse la parole à Ronan. Voilà, donc on a continué notre voyage dans la littérature russe et on présente ce qui n'est pas une biographie mais une vraie légende. C'est la vision d'un pionnier de la comédie par le maître du fantastique, Bulgakov. C'est l'histoire d'une troupe ballottée entre les succès et les revers, les protecteurs et les ennemis. Et c'est l'histoire d'un groupe qui se bat pour raconter des histoires. Ce que nous, on essaye de faire à notre échelle. Ce spectacle, c'est une adaptation en 1h10. C'est le texte de Bulgakov que j'ai entrecoupé de scènes de Molière, jusque-là rien d'extraordinaire, de scènes composées à partir d'archives, d'écrits, de lettres de ses contemporains, admirateurs ou détracteurs, et de respiration musicale, puisqu'il y a un pianiste sur scène qui nous accompagne et qui, à des moments charnières de la vie de Molière, joue du Lully au piano, ce qui est absolument extraordinaire, d'autant que c'est un virtuose qui s'appelle Olivier Mazal. Il amène son piano qu'on a acheté pour l'occasion, c'est un piano Sauter excellent. On est 3 sur scène, donc lui, 2 comédiens, moi parfois qui joue Bulgakov Molière, et puis de temps en temps c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est François Kergourlet qui a dirigé le théâtre d'Antony, qui a été directeur du festival de Grignan et qui maintenant est comédien. Et en face de nous, il y a Michael Cohen qui joue tous les personnages qui gravitent autour de Molière, René Berthelot, Monsieur, le prince de Conti, les marquis, les faux dévots. Et c'est assez amusant de jouer ce spectacle qu'on a créé aux grandes écuries du château de Versailles à l'occasion des 20 ans du mois Molière, avec le soutien de l'Adami, parce qu'on est à une époque où la compagnie connaît un certain succès, mais elle a aussi ses fragilités, ses coups durs. Et du coup, ça a du sens pour nous de raconter cette histoire et de la raconter assez simplement,
on a juste une charrette, enfin, juste une charrette qui pèse 500 kg avec des roues d'1,50 m de diamètre, donc c'est un bel objet, quoi, et qui nous sert d'illustration, de tréteau, d'illustration pour les moments où Molière pousse sa charrette sur les chemins de France, et où il réussit à réconcilier les nobles et le peuple autour d'une joyeuse révolte. Voilà. Ben, c'est du 12 octobre au 27 novembre. Voilà. Merci. Autre spectacle jeune public qui est actuellement à l'affiche, Les Contes du Chat Perché, que met en scène Thierry Jeanne, jusqu'au 13 novembre. Merci. Alors, bonsoir. On a choisi de vous faire une chanson, la chanson d'ouverture du spectacle, mais nous n'avons pas notre Delphine avec nous. Ce soir, nous ne serons que deux pour l'interpréter. Marinette et moi-même qui interprète le chat, et nous avons d'ailleurs dans le spectacle plein de personnages à interpréter, puisque en fait, vous le savez peut-être, Les Contes du Chat Perché, c'est l'histoire de Delphine et Marinette, deux petites filles de 10-12 ans, quoi, qui sont entourées d'animaux qui leur parlent, qui leur donnent des conseils pas toujours intelligents, et qui essayent de sortir des situations un peu rocambolesques où elles se trouvent. Voilà, on va vous la faire tout de suite. L'histoire commence au printemps. Il n'y a pas qu'une seule histoire. Il n'y a pas qu'un seul printemps. Car dans notre petite ferme, chaque saison apporte son lot de péripéties. Commençons, si vous le voulez bien, par mon histoire. Je ne dis pas commençons par mon histoire parce que je serai l'animal le plus important. Non. Ni même parce que je suis le seul qui ait le droit de vivre à la cuisine. Mais, de par ma situation particulière, exceptionnelle, je dirais même privilégiée, je suis le seul qui soit dans les secrets de la maison. Je suis un chat de très très bonne compagnie. Le jour tu dors, tu ronronnes près du poêle. La nuit je sors, je grimpe vers les étoiles. Perché sur la cheminée, tu veilles sur la ferme endormie. Laissez-moi vous présenter mes deux amis. Delphine et Marinette, on est charmantes. C'est vrai, mais quand même, parfois elles mentent. Nous avons pour les bêtises une imagination infinie. Les parents veulent toujours avoir raison. Ils me poussent et me traitent de paresseux. Nous autres chats, on n'est pas pris au sérieux. T'as pas à te plaindre, t'es bien nourri, et puis tu restes à la maison. Merci. C'est jusqu'au 13 novembre et c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Voilà. Merci. Merci. À partir du 19 octobre et jusqu'au 3 décembre, on va accueillir une création, Monsieur Kairos, qui a été écrit et mis en scène par Fabio Alessandrini, avec Fabio Alessandrini et Yann Colette. C'est une pièce sur l'identité, un peu inspirée de l'œuvre de Pirandello. C'est un conte imaginaire entre un romancier et son personnage. Bonsoir. Alors, moi je m'appelle Fabio et je suis comédien, je suis italien. Et
je l'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Et donc, je suis comédien et j'écris parfois des choses, des textes. C'est le cas. Je suis auteur associé à la Scène nationale de Dieppe en ce moment, depuis 2014. Et ce sont des irresponsables qui m'ont prêté le lieu pour monter ce spectacle qui a très bien marché à Avignon aussi et qui maintenant, on a l'honneur, la chance, le plaisir de jouer ici au Lucernaire. Ce lieu me fait penser un peu au samedi. Le samedi, il y a une énergie bizarre, belle, de chaleur. C'est un jour presque de fête, mais c'est pas encore le dimanche. Le dimanche, on pense déjà au lundi. Le samedi, c'est encore un jour chaleureux et tout est possible. Et quand je rentre dans ce lieu, il y a plein de pistes possibles. À part le fait qu'il y a des livres, du cinéma et du théâtre, mais il y a un restaurant, je ne sais pas. Ça me fait un samedi. Chaque fois, je sens le samedi qui pousse en moi. Donc, je ne suis pas là pour vendre le Lucernaire. Je ne suis pas là pour Monsieur Kairos. Vous savez ce que c'est qu'un Kairos? Oui, quelqu'un, oui. Alors, je le dis pour les autres. C'est une divinité grecque, le Kairos. Les Grecs avaient 3 divinités du temps. Aion, Chronos et Kairos. Aion, c'est l'éternel qui se cache dans chaque instant. Chronos, on le connaît tous. Hein, mais leur préféré, leur sympa était Kairos, qui était l'occasion, le ton de chacun de nous. C'est ton horloge à toi dans ton ventre, hein, l'intelligence du ventre. C'est l'occasion pour que ton esprit puisse évoluer dans ta vie. Pour les Grecs, c'était un crime, un esprit qui n'arrive pas à évoluer jusqu'au maximum dans son parcours. Et donc, ce Kairos était l'occasion à saisir par les cheveux. Il était bien évidemment chauve, mais il avait des ailes en plus, donc et il avait une tresse devant, donc il faut la choper devant quand elle arrive, l'occasion, parce que quand elle passe, c'est trop tard, il n'y a plus la tresse derrière. J'ai choisi ce titre parce que je crois que pour les 2 personnages qui se rencontrent dans cette pièce, complètement fantastique, comme tu dis, et en même temps très très bien ancré inspiré de l'œuvre du Pirandello, donc le réel et l'irréel, le virtuel et le réel, il y a quelque chose, l'un est l'occasion de l'autre. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler sur les médecins humanitaires. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Donc je me suis documenté comme un fou. J'ai écouté plein de témoignages, j'ai lu et j'ai écrit cette rencontre étrange, étonnante entre un médecin humanitaire qui était il y a 2 minutes sur un 4x4 en Afghanistan. Et là, il se retrouve dans une pièce où il y a un autre, là, qui est un écrivain, qui est à son ordinateur. Et les 2 doivent comprendre qu'est-ce qui se passe, l'un pour l'autre. Et ils doivent admettre à un moment donné que ce médecin n'est pas un vrai médecin. Comme là, nous ne sommes pas vraiment nous. Le médecin est le fruit de l'imagination de l'autre personnage, de l'écrivain. Mais c'est flippant, hein, quand même. Moi, je pense que si je me retrouvais quelqu'un devant là qui apparaît dans ma chambre, je pense que je deviendrais dingue. C'est un rêve d'un écrivain. Mais en même temps, c'est flippant d'être médecin, d'entendre dire tu n'es pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un tu n'es pas ce que tu crois être. Alors, Pirandello était un grand maître de ça. Moi, je me suis dit, au lieu de prendre un personnage qui arrive, qui débarque, qui dit je suis un personnage, je vous raconte ma vie, c'était plus beau de voir un humain qui se retrouve dans une condition, une dimension complètement différente. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre, de ne pas exister vraiment? Et quelqu'un qui a l'arrogance d'écrire notre vie, ça serait une grande chance de rencontrer quelqu'un qui écrit notre vie. Pour lui dire, hein, ça va pas, page 18, ça va pas du tout. Mais la chance, s'il te plaît. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la pièce. Donc, c'est une union du mythe, parce qu'il y a quelque chose de tragique, et le Kairos, qui a une divinité qui apparaît, bien évidemment. Il y a aussi la comédie, parce que moi je suis italien, et la comédie à l'italienne pour moi est fondamentale. Je cherche toujours le comique derrière le dramatique, la tragédie. Le paradoxe pour moi est fondamental. Et il y a aussi Yann Colette, qui est un comédien immense, qui a une force inouïe avec laquelle il arrive à raconter la fragilité. Je crois qu'il faut être très, très grand et très fort pour raconter la fragilité comme lui il le fait. Et moi, je me régale chaque soir, j'apprends des choses. Et je donne tout ce que je peux, parce que chacun, dans sa vie, fait de son mieux pour les gens qui viennent le voir, pour donner un peu d'amour et le recevoir. Alors, faisons l'amour du 19 octobre au 3 décembre. Je confirme que Yann Colette est un immense acteur. Voilà. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui. C'est
un acteur incroyable. Comme l'est Marianne Bassler, qui est une sublime actrice, qui va venir sur un texte d'Evelyne Levert, mise en scène par Sally Mikalev, interpréter Marie-Antoinette, dans un spectacle qui s'appelle Marie-Antoinette intime, du 30 novembre au 8 janvier. C'est basé sur la correspondance de Marie-Antoinette, mais où on découvre une femme sincère, une reine prise dans les tourments de la Révolution, une mère et une épouse admirables, et une femme prise par le tourbillon de l'histoire. Sally, la metteur en scène. Je suis venue avec Evelyne Levert parce qu'elle va être plus capable de moi de vous parler de ce beau texte qu'elle a écrit. Alors je suis désolée parce que en fait on avait prévu avec Evelyne de venir avec une reproduction de la façade du Trianon et on avait une artiste très connue et 2 moutons. Mais j'ai qu'une Smart. Alors on n'a pas pu monter. Donc il n'y avait que Evelyne et moi qui pouvions monter dans la Smart. Pour vous dire que Marie-Antoinette intime, au début, quand on m'a demandé, on m'a confié ce texte pour en faire la mise en scène, j'étais pas très enthousiaste parce que le souvenir que moi j'avais de Marie-Antoinette, c'était ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche, un truc comme ça. Que finalement, elle n'a pas dit, paraît-il. Quand je me suis plongée dans la lecture de ce texte, j'ai découvert complètement un personnage que je ne soupçonnais même pas. Et j'ai été prise d'une véritable passion pour cette femme qui, d'une petite princesse, d'une enfant de 14 ans, est devenue une reine au moment de la Révolution et a essayé désespérément de sauver la monarchie française. Et avec Marianne, qui est comme Benoît l'a dit, qui est une comédienne immense, on a travaillé dans la dentelle, vraiment, pour restituer cette intimité. Parce que vous allez voir cette époque qui a été quand même une grande époque de bouleversement pour nous, qui fait que la République existe aujourd'hui. On le voit de l'intérieur de cette femme qui nous livre son intimité. Et ça a été un grand bonheur parce que c'est donc Evelyne Levert qui a écrit le texte. Evelyne est quand même la spécialiste mondiale de Marie-Antoinette. Elle a passé sa vie à l'étudier et elle nous a confié ce magnifique texte. Merci Sally. Je suis peut-être la spécialiste de Marie-Antoinette, certes, mais de toute façon, j'ai écrit d'autres choses, rassurez-vous. Ce n'est pas une monomanie chez moi. Il y a quelques années, j'ai publié l'intégralité de cette correspondance, 1000 pages, et on m'a demandé au Festival de Grignan d'en faire un spectacle d'1 heure. Vous savez, les 1000 pages de Marie-Antoinette, ça ne pouvait pas du tout faire un spectacle. D'ailleurs, ces lettres sont émouvantes, intéressantes, importantes, mais cela n'était pas du tout le sujet du spectacle que je voulais écrire. Je me suis servi, bien entendu, ici et là, de quelques phrases, de quelques bribes de lettres, mais en réalité, j'ai reconstitué en 1 heure la vie intime, personnelle, d'une reine souvent très décriée, d'autres fois vouée au contraire considérée comme une sainte, la sainte de la monarchie. Ce n'est pas du tout mon propos. J'ai vu cette femme dans l'intimité et elle fait une sorte de monologue que Marianne Bassler a fort bien interprété à Grignan bien sûr, et puis ensuite au foyer du théâtre de la Madeleine. Et puis cette pièce a été également jouée aux États-Unis, dans les consulats français, également en province et aussi dans les alliances françaises à l'étranger. Et on voit Marie-Antoinette qui se parle à elle-même et qui évolue depuis son arrivée en France pour épouser le dauphin, alors qu'elle a 14 ans et demi, jusqu'au jour de son exécution, où elle dit « mais je ne voudrais pas mourir ». Je n'ai pas insisté sur les affaires politiques, bien entendu, elles sont là en filigrane, certes, mais j'ai beaucoup voulu montrer cette reine dans son intimité de femme et j'ai insisté sur sa liaison
avec le comte Fersen, une liaison qui a été souvent, dont on n'a pas voulu parler, on a dit non, ce n'est pas possible, et puis on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même une histoire d'amour qui était une histoire extrêmement forte, et cette histoire d'amour, eh bien, elle commence alors que la reine a 18 ans, et elle commence là, et elle s'achève au moment de sa mort. Donc il y a cela en filigrane, et je vous assure que pour un spectacle, c'est quand même mieux d'avoir une histoire d'amour qui file tout le temps. Et on ne peut pas savoir s'ils ont été vraiment amants, parce que moi-même, ayant manié beaucoup de papier, je ne le sais toujours pas. La seule chose que je sache, c'est qu'ils se sont aimés. Et c'est là, eh bien, un des fils rouges de mon histoire, enfin de l'histoire que interprétera Marianne Bassler à partir du mois de 30 novembre. Voilà. Je vous remercie. L'an dernier, nous avons accueilli le jeu de l'amour et du hasard, et ça a été un tel bonheur, un tel plaisir que cette compagnie, avec son énergie, son dynamisme, et ça a été un tel succès que du coup, on a décidé de reprendre ce spectacle à la rentrée, et c'est toujours un tel succès qu'on a décidé de le prolonger jusqu'au 31 décembre. Et donc, je laisse la parole à la metteur en scène, Salomé Vidier. Bonjour à tous, merci d'être là à cette présentation de saison du Lucernaire. Alors déjà d'abord, un grand merci au Théâtre du Lucernaire, parce que notre aventure, elle avait démarré un an avant, elle avait démarré même en 2013 où j'ai eu l'idée effectivement de monter ce jeu de l'amour et du hasard qui, pour moi, est une pièce très importante, parce que j'ai grandi avec au collège, au lycée, dans les premiers cours de théâtre que j'ai abordés. Et là, effectivement, on l'a joué au printemps au Lucernaire, qui est devenu notre maison, sous les bons auspices de notre parrain Benoît Lavigne et de notre marraine Karine Letellier. Et on est parti avec au Festival d'Avignon, au Théâtre du Roi René. Ça a très bien marché, on y retournera l'année prochaine. Et on est revenu à la maison à la rentrée et on a le bonheur d'apprendre qu'on va carrément fêter la nouvelle année avec eux. Donc c'est un grand bonheur. Voilà, et je vous laisse découvrir la bande-annonce du spectacle et je vais vous redire un petit mot après. Alors normalement c'est attaché, mais là, voilà, on fait les témoignages. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point et cela m'inquiète. Il est bel homme, dis-donc. Et c'est presque tant pis. Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Ah, tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Que me conseillez-vous, Marion? Avertirai-je votre sort ou non? Ma foi, monsieur! Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Je viens pour épouser. Ils m'attendent pour être marié, cela est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. Ah, c'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Vous ne vous attendez pas au fond du sac. Ah, mais encore quelqu'un? Oh! Allons, finissons! Vous n'aviez pas dit cet amour-là, dites. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. Lisette? Il y a des clips vidéo, ça se passe dans un jardin, c'est coloré. Pour moi, la musique de Marivaux, c'est le rock et la pop des années 60-70.
Et voilà, donc on vous attend très nombreux pour découvrir notre jeu de l'amour et du hasard. Merci beaucoup. Pardon, juste une dernière chose, on a aussi un coproducteur formidable qui est dans la salle et on a été largement subventionné par l'ADAMI et je tiens à les remercier parce que sans tout ça, cette aventure n'aurait pas été possible. Donc merci à tous. À partir du 12 octobre au 26 novembre, dans la petite salle du Paradis, on accueille un spectacle qui s'appelle La pluie de Daniel Keane, que met en scène et interprète Alexandre Asselet avec Manon Chosereau. C'est un théâtre de masques et de marionnettes, ce qui est rare, ce qui peut faire peur, parfois, la marionnette pour les grands, pour les adultes. C'est certainement le coup de cœur pour moi de cette programmation. D'abord parce que je connais bien, enfin on se connaît depuis longtemps avec Alexandre, on a commencé au Théâtre École du Passage sous la direction de Nils Arestrup ensemble. On avait 18 ans, 20 ans, il y a quelques années déjà. C'est un récit de mémoire et d'émotion absolument bouleversant. Une dame qui recueille comme ça des objets d'enfants, de gens qui n'ont pas pu les prendre avant de monter dans des trains. Des trains qui vont les amener vers un voyage tragique. C'est un spectacle que voilà, j'ai découvert et j'ai vu et qui m'a extrêmement bouleversé. Je laisse la parole à Alexandre. Bonsoir. Merci Benoît. Comme j'ai un peu tendance à digresser, j'ai fait un petit papier que je m'apprête à vous lire, donc désolé. Mais la dernière fois où j'ai présenté le spectacle, ça a duré 1h30 et il a fallu sortir à coups de cailloux, donc j'ai préféré faire un petit texte. Donc pardonnez-moi, je vais vous le lire. Parce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu avant pourquoi j'ai fait le spectacle avec des marionnettes, alors qu'au départ, Daniel Keane n'a pas du tout fait un spectacle pour une marionnette ou pour des marionnettes. C'est un spectacle pour une comédienne qui a été jouée par Catherine Yegel, mais que j'ai eu l'honneur de créer en 2001 au Théâtre de la Commune. Donc excusez-moi, je vais vous lire maintenant ce texte. Il y a quelques années, alors que j'étais comédien, j'ai eu la chance de croiser la route d'Ilka Schönbein. Ilka Schönbein, qui est l'une des plus grandes marionnettistes européennes, peut-être voire du monde. Je ne connaissais rien à l'art de la marionnette. Pour moi, les marionnettes étaient des petits comédiens de chiffon qui servaient à amuser les enfants. J'ai découvert avec Ilka des marionnettes incroyablement humaines, beaucoup plus proches de l'univers de Cantor, par exemple, ou de l'expressionnisme allemand que de Guignol. J'ai compris grâce à elle, grâce à Ilka, la richesse insoupçonnée de cet art que j'ai découvert. J'ai eu la chance de travailler avec elle 3 ans, avant de fonder ma propre compagnie, Les Lendemains de la Veille, qui depuis travaille à adapter les textes d'auteurs contemporains pour des acteurs, des masques et des marionnettes. La pluie de Daniel Keane est le premier texte que j'ai monté et que j'ai eu la chance de créer et de jouer au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, puis à Avignon en partenariat avec le festival IN et en tournée. Si j'ai décidé de le recréer aujourd'hui, c'est que plusieurs années se sont passées et que malgré le temps qui passe, le texte de Daniel reste malheureusement d'une cruelle et affligeante actualité. La pluie, c'est un monologue, écrit sans ponctuation, une sorte de litanie poétique qui emploie des mots très simples, des mots au quotidien. Une histoire qui parle d'exil, de mémoire et d'oubli. La pluie, c'est l'histoire d'une vieille femme, Anna, qui raconte comment, alors qu'elle était encore jeune, des gens pressés de monter dans un train lui ont donné des objets de toutes sortes, des gens qui bien sûr ne reviendront pas. Mais si Anna est dans l'histoire, pour elle, elle n'en a pas le sens. Et c'est ça la grande force du texte. Et sa grande intelligence. Avoir fait d'Anna un simple témoin. Elle n'est pas bourreau, elle n'est pas victime, elle est témoin d'une histoire qu'elle ne comprend pas. Elle pense que ces gens qui lui ont donné les objets vont revenir, alors elle les attend. Elle classe, elle range, elle trie ses affaires pour qu'ils puissent les récupérer. Bien sûr, ils ne reviendront pas. Nous savons qu'ils ne reviendront pas. Elle, non. Et c'est là l'incroyable force émotionnelle du texte. Nous savons et elle ne sait pas. Ainsi, les mots résonnent très différemment. Elle attend et nous savons qu'elle attend en vain. Alors restent les objets qui lui ont été confiés et dont elle se sent responsable, dépositrice. Mais quand avec le temps ils vont disparaître à leur tour, alors elle comprend. À ce moment précis de l'histoire, elle comprend que lorsqu'elle aura disparu à son tour, il ne restera aucune trace de ces centaines et ces centaines de gens qui lui ont donné des objets en coupant à travers le champ. Un petit paquet en papier craft retenu par de la ficelle, une couverture, une boîte d'allumettes, des fleurs jaunes, une pièce d'argent ou encore un petit flacon contenant de l'eau de pluie. Anna est une femme simple et le texte de Keane lui donne magnifiquement la parole.
Le monde de Anna est celui aussi celui de la marionnette, parce qu'il est aussi celui de son souvenir, de sa mémoire. Et c'est pour ça que ce texte de Daniel Elkin s'est imposé à moi, parce que les marionnettes sont également dans un autre monde et que ces deux mondes se complètent parfaitement, pour former un tout, pour former un spectacle pour un acteur et des marionnettes. D'ailleurs, plutôt qu'un spectacle de marionnettes, c'est un spectacle avec des marionnettes que je propose. Parce qu'en les manipulant, je ne suis pas derrière elles, mais avec elles. Elles ont taille humaine, et pour les faire vivre, je leur prête une partie de mon corps, mon bras, mes jambes, et ainsi elles deviennent des partenaires à part entière. Et plus qu'une pièce de théâtre, c'est plus un spectacle que je propose. Parce que j'utilise de la musique, que la lumière y est très importante, et que le spectacle est composé d'images. Même avec un pense-bête, que j'espère intelligent, je vous invite à venir entendre ce texte magnifique et à découvrir les images et les différents tableaux qui m'ont inspiré. Bon, raconter comme ça, c'est sûr que ça fait un peu triste, mais je vous invite quand même à le voir parce que le texte est magnifique et que la poésie ne peut pas être triste quand elle est bien écrite et que Daniel Elkin est un auteur magnifique. Merci de votre attention et très bonne soirée. Autre spectacle jeune public que nous allons accueillir à partir du 16 novembre et jusqu'au 5 mars, c'est Les Trois Brigands de Tony Ungerer, c'est à vous, oui. C'est la même équipe qui a fait Loulou et charmé par leur travail, on a eu envie de leur proposer de les accueillir pour une nouvelle création qu'on accompagne et qu'on va tourner également. Et donc je leur laisse de nouveau la place. Merci Benoît. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être là ce soir parmi vous et parmi toutes ces compagnies magnifiques. J'ai aussi préparé un texte pour rester dans le cadre des 3 minutes réglementaires. Je ne vais pas lire le texte et nous allons dépasser les 3 minutes réglementaires, certainement. Alors, notre spectacle est une adaptation d'un conte pour enfants qui s'intitule Les Trois Brigands, écrit et illustré par Tommy Ungerer au courant des années 60. Nous avons fait de ce spectacle une pièce de théâtre musicale. Pièce de théâtre musicale pour 2 actrices, chanteuses, un bandonéoniste, aide-moi, et 6 marionnettes. Alors dans ces 6 marionnettes, 5 marionnettes sont des pièces de musée, datent de 1911, et ont été restaurées spécialement pour notre aventure. Et l'autre marionnette est une création d'une dame qui s'appelle Francesca Testi, qui a confectionné, donc vous allez la voir, cette belle marionnette, une grande marionnette, donc du personnage principal de la pièce, la petite fille, qui s'appelle Tiffany. Alors, j'en réfère tout de même à mes notes. Voilà. Je ne pourrais pas présenter l'intégralité de notre distribution, j'ai pas le temps. Je voudrais juste dire un mot au sujet du compositeur avec lequel nous avons eu la chance de travailler, qui a composé toutes les chansons dans notre pièce. Il s'agit donc de Gustavo Bettelmann, qui est un immense compositeur argentin qui a fait plus d'une centaine de musiques de films, qui a collaboré sur toute cette tournée en Europe avec Astor Piazzolla, qui avait même dans ses jeunes années fait la tournée d'Amérique du Sud de Duke Ellington, j'en passe. Ça a été une grande chance pour nous de pouvoir apprendre de cet homme qui a été d'une disponibilité de tous les instants. Nous le remercions infiniment de sa participation et d'avoir suivi notre entreprise dans sa création. Ça a été vraiment une grande chance. Alors, avant de passer le relais à mes camarades, je souhaiterais dire juste un petit mot au sujet de l'histoire des Trois Brigands, peut-être que vous vous en souvenez plus. Il s'agit d'une rencontre. Il s'agit de la rencontre de 3 terribles malfrats et d'une petite orpheline. Et cette rencontre va avoir le pouvoir de les changer chacun et de changer une partie du monde dans lequel ils vivent. Je vais vous demander maintenant d'imaginer que nous nous trouvons dans une nuit très noire, que 3 brigands sont cachés,
aux aguets. Nous entendons dans le lointain le bruit d'un carrosse qui s'approche. Ces brigands se mettent à penser aux bénéfices qu'ils vont pouvoir tirer de leur attaque, aux perles, aux colliers, aux perles précieuses qu'ils vont ramener dans leur caverne. Ils rentrent dans ce carrosse, brandissent leurs armes, et là... Je m'appelle Tiffany, je voyage seule cette nuit. Et si les brigands m'arrêtent ici, je ne pousserai pas un cri. J'ai dû quitter ma maison pour vivre chez une vieille tante grognon. Je ne veux pas aller là-bas, ça m'embête recevoir des coups de baguette ou passer des heures punies au piquet et le soir me coucher dans un lit glacé. Maintenant je suis seule, qu'ils attaquent s'ils veulent. Je n'ai pas peur de ces messieurs, je partirai bien avec eux. Ils ont au fond des yeux un doux reflet de ciel bleu. Chers voyous, chers brigands, je sommeille maintenant dans vos bras blottis. Un court instant, je ferai mon lit en Merci. Au Paradis du 30 novembre au 14 janvier, nous allons accueillir un spectacle Figaro 2 est mis en scène par Thomas Comte-de-Mine avec Élie Trifou, qui est là. C'est un seul en scène, une exploration du personnage de Figaro. Personnage qui a été écrit, imaginé par Beaumarchais, puis ensuite Rossini, Mozart, von Horvath. De nombreux grands écrivains ont donné la parole à cette figure incontournable française de la Révolution et de la parole du peuple. Et c'est cette digression, cette création que joue Élie au Paradis. Bonsoir. Je t'ai embêté en haut, du coup je suis embêté en bas, c'est normal. J'aurais adoré vous parler du spectacle, étant donné que, comme je joue dedans, qu'en plus je suis tout seul, j'étais bien placé, quoi, pour pouvoir vous en parler. En fait, j'aurais voulu vous parler de la liberté de ce personnage. Beaucoup de malade. Du coup, le problème, c'est que le metteur en scène Thomas, qui est pas là, il veut pas que j'en parle. Et il m'a demandé de faire quelque chose. C'est vraiment inadmissible, ce que je suis en train de faire. Voilà, faut que je l'appelle et qu'il vous parle du spectacle, lui, en fait. Voilà. Donc voilà, je suis désolé de ce qui se passe. J'espère qu'en plus, je sais pas, avec le haut-parleur, s'il y en a qui n'entendent pas, je répéterai après, parce que de toute façon, il est en boucle, donc de toute façon. Je suis désolé, là c'est. Oui, Thomas, je suis donc devant les gens. Ah d'accord. Et les gens m'entendent là, c'est bon? Ouais, ils t'entendent. D'accord, super. Tu as dit quelque chose déjà? Tu as dit quelques mots?
J'ai dit que on pouvait parler de la liberté, tout ça. D'accord, très bien. Donc voilà, bonjour à tous. Faut faire vite parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup le temps là. Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Thomas Condemine, je me présente, je suis scromac, je m'appelle Thomas Condemine, je suis artiste associé au Centre Dramatique de Poitiers. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Centre Dramatique, quand on est artiste associé metteur en scène, il y a des spectacles qu'on crée parce qu'on a vraiment très envie de les faire. Et puis d'autres, on les fait parce qu'on est obligé, on appelle ça des commandes. Voilà, Figaro, en fait, c'est une commande, c'est-à-dire que je voulais pas faire ce spectacle, on m'a demandé de le faire. Et du coup, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'on est convoqué dans le bureau du directeur, et le directeur dit voilà, je te commande, tu vas faire un spectacle sur Figaro. Alors, ce qui est très étrange, c'est que dans la même phrase, il y a le verbe commander, hein, comme commander, donc un ordre, et en même temps Figaro qui est l'incarnation un peu au théâtre de la meilleure incarnation de la liberté en fait. Du coup, dans la même phrase, c'est très choquant d'avoir ces deux termes-là. Mais du coup, je me suis dit, tiens, et là j'ai eu une idée assez géniale, hein, c'est vrai, j'ai eu une idée assez géniale. Je me suis dit, et si je racontais l'histoire d'un coiffeur qui, pour essayer d'obtenir sa liberté, voulait essayer de devenir artiste, et qui en fait se rendait compte que c'était un projet complètement raté. Et c'est là que tu interviens, que la rencontre avec Elie a eu lieu, parce que je l'ai vu jouer dans un spectacle où il jouait Faust tout seul, donc il s'est attaqué. Quoi? Allô? Ah, ça coupe. C'est juste... c'est facile. Voilà, ça parle de liberté. N'hésitez pas à venir. À partir du 7 décembre et jusqu'au 21 janvier, une adaptation du chef-d'œuvre d'Ibsen que crée mon prédécesseur et ami Philippe Persson, à qui je laisse la parole, et qui est Maison de poupée d'Ibsen. Merci beaucoup. Alors, quelques points communs avec ce qui vient d'être dit. Je ne peux pas appeler Ibsen au téléphone, hein, il ne me répondrait pas. En revanche, l'autre point commun, c'est sur la liberté, puisque dans ce chef-d'œuvre d'Ibsen, on a toujours l'habitude de dire que Nora, c'est l'incarnation de la liberté. Un personnage de théâtre exceptionnel. Juste un tout petit mot d'histoire, je vais faire le malin, mais en fait, j'ai beaucoup lu dessus, donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hein. Mais en fait, quand Ibsen a écrit la pièce, les comédiennes refusaient de jouer le rôle. Elles voulaient absolument qu'Ibsen change la fin, parce que déjà la fin était révolutionnaire, était anticonventionnelle, c'était trop. Donc voilà, ça c'est pour vous allécher pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pièce ou qui ont oublié la fin. Donc venez au paradis. Donc voilà, ça fait partie de ces textes. Voilà, ça fait partie de ces textes quand on est au théâtre, on adore, on dit un jour, tiens, j'aimerais beaucoup monter ça, et puis un jour je monterai ça, et puis voilà, et puis d'un seul coup tout se met en place, et puis c'est le bon moment, et puis Benoît et Karine proposent le paradis, et je me dis voilà, au paradis, ça va être, vous allez être tous spectateurs de ce qui se passe dans cette petite maison de poupée, mais vous allez être dans cette proximité pour celles et ceux qui connaissent le paradis, et vous allez être presque chez Monsieur et Madame Elmer, où vous allez voir en 3 jours magnifiquement écrit comment le destin d'une femme bascule et comment tous les destins basculent. C'est une pièce qui rend... je voudrais que tous les spectateurs sortent et se sentent heureux et envie de faire plein de choses. C'est une pièce très galvanisante, c'est une pièce très optimiste. C'est une langue évidemment formidable. Moi, je me suis permis d'adapter, j'ai réduit la pièce à 1h30, j'en ai mis 4 personnages. Comme d'habitude, dans mes pièces, il y aura beaucoup de musique, il y aura beaucoup d'images. Et puis, comme on sera au mois de décembre, il y aura beaucoup de neige, puisque l'histoire se passe sur les 3 jours, la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Donc voilà, ce sera un décor enneigé, mais le paradis est bien chauffé, vous n'aurez pas froid. Et c'est vraiment... on a souvent dit aussi que c'était une pièce féministe parce que c'était une femme qui prenait son destin en main et qui d'un seul coup brisait tout. Mais Ibsen le dit lui-même de nombreuses fois, il dit c'est pas seulement une pièce féministe, c'est une pièce pour l'humanité. Donc c'est un grand souffle comme ça fait partie de ces grandes œuvres. Qui sont classiques, et elles sont classiques pourquoi? Parce qu'elles sont complètement intemporelles. Le discours qu'avait Ibsen à la fin de l'autre siècle, il est encore valable aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une pièce magnifique. Vous allez voir ces 4 personnages, dont Nora évidemment, mais les 3 autres,
qui vont agir, tout va se mettre comme ça en place, un peu, je dis toujours, ça me fait penser à Hitchcock, d'un seul coup tout va bien, c'est le bonheur, c'est Noël, et puis il y a quelqu'un qui arrive, et puis il y a un chantage qui se met en place, et puis on sent que les destins sont en train de basculer, il y a un suspense, et puis il y a cette fin que je ne vous raconterai pas, puisque vous viendrez toutes et tous au paradis dès le 7 décembre. Il neigera beaucoup sur le plateau, pas dans la salle, donc vous pouvez venir habiller normalement. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver à ce moment-là. Dernier spectacle à vous présenter. Comme Philippe est un passionné et un amoureux du Lucernaire depuis des années, Virgile Tanaz et David Legras fréquentent ce lieu depuis longtemps et proposent chaque fois des spectacles rares. Et cette fois-ci, ils nous présentent Un Petit Prince, d'après Saint-Exupéry. Et donc, je vais leur laisser la parole à Virgile et aux enfants du Petit Prince. Et vous rappelez que, comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur. Bonjour, je vous présente un des trois petits princes. On joue en alternance, ce sont des enfants, deux roses. On ne présente pas le petit prince, ça tombe bien parce que je ne saurais pas parler. Je dis souvent, si je peux parler un spectacle de théâtre, je ne le fais plus. Le théâtre, c'est justement ce qui n'entre pas dans la parole. La seule chose que je veux vous dire, c'est que je suis content que ce spectacle est arrivé enfin après un long périple au Lucernaire, parce que il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à travailler au Lucernaire, le directeur de l'époque, Christian Le Guillocher, avec qui j'ai eu une pensée, me disait tu dois faire le Petit Prince. Il y avait un Petit Prince qui se jouait à l'époque. Je dis mais il y a un spectacle. Il dit non, tu vas voir, ça va s'arrêter un jour. Tu dois faire le Petit Prince parce que ça correspond à ta sensibilité, ton esprit. Et puis les choses ont évolué et puis j'ai fait le Petit Prince quand il n'était plus là. Un spectacle qui a beaucoup voyagé de la Martinique jusqu'à Moscou, de Dubaï à Genève et à Agadir, partout avec un certain succès, parce que j'ai essayé de faire du Saint-Exupéry, vraiment, c'est-à-dire j'ai fait un spectacle tel que Saint-Exupéry, je crois, l'aurait fait s'il avait été metteur en scène. C'est-à-dire un spectacle qui amuse les enfants et qui fait pleurer les parents. C'est-à-dire l'essentiel. Et j'ai eu la chance de ramasser une équipe d'enfants qui, avec David Legras, le comédien avec lequel on joue dans ce théâtre depuis... on fait une équipe qui, je crois, donnera l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Merci. Merci beaucoup. Juste un petit mot, on va accueillir également Sarah Doraghi, qui était venue cet été nous parler de l'Iran, de la France, de son périple d'Iran en France avec humour et avec poésie. Elle va reprendre ce spectacle au mois de novembre et décembre ici au Lucernaire. Cette présentation de saison est enfin terminée. On vous attend en bas pour vous restaurer, boire un verre, rencontrer les artistes que je tenais à remercier une nouvelle fois et vous dire merci d'avoir été présent sur cette présentation de rentrée au Lucernaire. Merci.